L'intelligence artificielle à l'école, ouh là là, un grand mot, mais en fait, des élèves utilisent déjà ces outils, ne serait-ce que sur leur smartphone ou à travers ChatGPT. Et puis, il y a quand même l'UNESCO qui a élaboré un guide à l'attention des décideurs de l'éducation pour aider les professionnels justement à se préparer à cette intelligence artificielle qui arrive, autant sur les opportunités que sur les défis et les compétences aussi de base requises. Alors, on va parler de ce sujet ensemble et répondre aux questions des téléspectateurs avec Claire Lecoq, directrice adjointe de l'EPITA, donc grande école d'ingénieurs qui forment des computer scientists. Je dirais un chiffre sur l'EPITA, ou deux, 5 campus en France et 8 5 villes. 5 villes et 8500 diplômés dans plus de 2000 entreprises. Avec vous autour de la table, Théo Offenberg, qui est le PDG, fondateur de Reverso, service numérique que l'on connaît bien, qui propose la traduction des dictionnaires, des aides grammaticales, l'apprentissage des langues, des correcteurs. Et en chiffres, là, si je donne un chiffre Reverso, c'est 65 millions, plus de 65 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors, une première question pour tous les deux. Est-ce que vous êtes plutôt dans le clan des inquiets, des enthousiastes, des sceptiques? Vous dites quoi? Vous dites oui à l'IA à l'école? Moi, je suis dans le clan des... Théo. Je suis dans le clan des optimistes. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA aide les gens à s'exprimer mieux, fait réfléchir sur justement ce que c'est que l'intelligence aussi, permet de dialoguer, permet, lorsqu'on n'a pas de professeur sous la main aussi, de pouvoir poser des questions, de pouvoir se poser des questions. Claire, dans quel camp? Toujours optimiste, évidemment. Et en plus, c'est pas une question. Ouais. C'est une évidence. Il n'y a pas être pour ou contre l'IA à l'école. Non, mais c'est un état de fait. C'est là et il faut s'en emparer et le mettre au service de l'éducation. Alors, on va répondre à cette première question qui est posée par David. Mais quel est l'intérêt principal de l'IA à l'école? Alors, moi, j'aime bien revenir sur les fondamentaux. Parce que ce genre de débat, on l'a eu quand il y a eu Google, mais on l'a même eu quand il y a eu l'imprimerie qui est apparue en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de l'enseignement ?» Eh bien, on va se repositionner sur les choses qui sont intéressantes dans les processus d'apprentissage. Alors, on peut se servir d'outils pour essayer de ne pas avoir un discours un peu dans le vide, mais si on regarde la taxonomie de Bloom, qui définit les niveaux d'apprentissage, les 3 premiers niveaux ne sont pas intéressants. C'est pas ça qui fonde le high value, high performance. C'est pas pour ça qu'on rémunère les personnes en poste dans les sociétés. Mémoriser, répéter à peu près correctement, appliquer alors qu'on vient de donner le théorème, c'est pas ça qu'on demande. C'est les 3 niveaux d'après dans la taxonomie de Bloom qui sont intéressants, qui sont est-ce que je sais évaluer, est-ce que je sais faire une synthèse, est-ce que je sais innover, contribuer, créer. Et en quoi l'intelligence artificielle va nous aider à être en fait, l'IA, c'est un meilleur perroquet qu'avant. C'est un meilleur perroquet que Google. C'est quelque chose qui peut effectivement faciliter la production de premiers éléments pour pouvoir travailler. Mais, comme vous le disiez un peu en introduction, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Et ça va nous demander, et tant mieux, de nous repositionner et de manière encore plus forte sur ces 3 derniers niveaux de la taxonomie de Bloom. Donc ça va permettre de repenser l'école, repenser les apprentissages. Mais à quoi ça peut bien servir quand même très concrètement à l'école? Un exemple très concret. Vous devez écrire. Oui. Vous avez les premières idées qui vous viennent, vous écrivez le texte comme il vous vient, puis à un moment donné, vous dites, mais là, j'aimerais m'exprimer de façon plus claire. Et l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir des alternatives qui vont arriver et vous allez devoir les choisir. Et donc, au lieu de rester bloqué sur votre feuille de papier en disant « mais là, je ne sais pas quel mot utiliser, je ne sais pas comment », on va vous donner des alternatives, mais ce sera toujours à vous de choisir. Oui. Et l'IA, elle peut déjà faciliter le métier de beaucoup de gens. En fait... Alors attention, parce que là, moi, je voudrais qu'on reste quand même sur l'IA à l'école et l'IA comme outil d'apprentissage, que ça peut changer. Mais du coup, le métier du prof, est-ce que c'est vraiment de générer des QCM ou est-ce que c'est de penser le fond des apprentissages? Est-ce que si on lui facilitait la vie, on lui donne des QCM et en expertise, il choisit le bon ordre des questions, les bons niveaux de questions, etc., on ne va pas lui faire gagner du temps au service de quoi? Au service de la relation avec l'élève. Donc du côté de l'enseignant, alors moi je disais en introduction, ça y est, les élèves, ils ont déjà touché à l'IA, ils s'en servent plus ou moins régulièrement, en tout cas c'est ce que nous donnent les chiffres, mais est-ce que l'école a intégré l'IA par exemple? Est-ce qu'à l'EPITA, vous utilisez l'IA déjà?
Absolument, on utilise l'IA. Alors, on utilise l'IA pour générer des QCM. Enfin, on prend des positions. Hein. Je ne dis pas que 100% des enseignants du corps professoral utilisent l'IA, parce que, encore une fois, tout ça, c'est pas magique. Il faut vraiment accompagner les personnels dans leur métier. Ça s'improvise pas de maîtriser l'IA. Mais donc on a pris des marques sur comment on génère des QCM, comment est-ce que on arrive à utiliser des outils d'IA pour détecter les formes d'apprentissage, personnaliser les parcours, individualiser pour sortir de ces enseignements de masse. On prend des marques aussi parce qu'en fait, ce qui est super intéressant aussi avec l'IA, c'est de créer les collectifs. Et l'apprentissage, c'est quand même un acte social qu'on peut enrichir avec ah ben tiens, toi tu es en train de faire ça et tu apprends comme telle autre personne ou de manière complémentaire à telle autre personne. Donc on peut se servir de l'IA pour créer ces collectifs. Donc on prend des marques là-dessus et puis on prend des marques sur quelque chose qui est un peu plus particulier parce qu'on est aussi questionné sur est-ce que l'IA va remplacer les développeurs ? Est-ce que l'IA est capable de gérer oui, parce que vous formez les futurs développeurs. Au-delà du texte, et la réponse est encore une fois évidemment non. Parce que les codes sont placés dans des systèmes complexes. Avant de générer du code, qui est approprié, c'est très compliqué. Je voulais interroger aussi Théo, parce que finalement, votre outil, c'est un peu comme l'IA. On pourrait dire, oh là là, attention, c'est dangereux de s'en servir à l'école, parce que ça va modifier la manière dont les élèves apprennent. Absolument. Peut-être qu'ils auront moins besoin d'apprendre. Alors ça, c'est une fausse idée qui est absolument répandue. Je provoque volontairement. Bien sûr, mais qui est de dire, à partir du moment où on a un outil qui traduit automatiquement et bien, il n'y a plus besoin d'apprendre les langues, mais pas du tout, parce que d'apprendre les langues, ça permet de développer aussi ses compétences et l'interaction avec d'autres. Ça permet aussi d'avoir une autre façon de penser, parce que dans chacune des langues, quand vous les découvrez, c'est d'autres structures grammaticales, c'est d'autres... Et donc, ça permet aussi de développer ses compétences. On veut garder une acuité intellectuelle, on veut garder une agilité, etc. Et développer ses connaissances en langue, ça fait partie de ça. Et par exemple, une des applications très concrètes aussi de l'IA en ce qui nous concerne, c'est vous voulez apprendre du vocabulaire spécialisé dans un domaine. Vous dites, tiens, je vais partir dans tel pays, je vais apprendre. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut vous faire votre liste de vocabulaire personnalisée et de vous donner des exemples qui vont représenter, être dans le domaine qui vous intéresse. Voilà. Alors, ça sans avoir, voilà. Alors qu'avant, vous aviez des listes toutes faites. Il y a plein d'outils comme ça sur lesquels vous allez apprendre comment ça va, etc. Mais vous allez être bloqué. Et là, quand vous voulez choisir un domaine personnalisé, vous pouvez le faire avec des outils d'IA. C'est une excellente transition vers la question de Stéphanie qui nous demande, mais l'apprentissage personnalisé qu'on nous vend là avec l'IA, est-ce que vous y croyez vraiment, Claire? Encore une fois, heureusement oui, parce que dans une grande école d'ingénieurs comme la mienne, moi j'ai des promos de 700 élèves. Oui. Comment je fais pour savoir que tel élève il est en difficulté ou que effectivement il a besoin de soutien sur telle situation, etc. Je ne sais pas, je ne peux pas. Donc heureusement que l'IA va pouvoir m'aider à consolider des situations. Et une fois on a des corpus de ressources pédagogiques extrêmement riches. On entend bien les élèves de plus en plus, ils ont raison. Ils disent oui, mais pourquoi vous me proposez ce menu unique pour moi? C'est pas ce que j'aime. Moi, je fais une comparaison, je suis végane, etc. Proposer quelque chose qui est adapté à mes envies, à mes connaissances. Et effectivement, c'est pas la peine de redéployer des séries d'exercices sur des choses qu'ils maîtrisent parce que c'est le menu unique. Donc on peut leur simplifier la vie. On peut projeter les exemples sur des domaines qui les intéressent. On peut se mettre dans leur mode d'apprentissage et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des capteurs autour des personnes. On en a plein, nos téléphones. Il est dans le métro, il fait nuit, il n'y a pas de bruit, le téléphone sonne. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire pour donner la bonne ressource au bon moment et augmenter la motivation et l'efficacité de l'apprentissage. Absolument. Ouais, et puis ça peut aider à un autre exemple aussi rattraper peut-être certains élèves qui se sentent parfois perdus au fond de la classe. Mais parce que, prenons un exemple, regardez des films en VO.
Si vous n'avez aucun outil, vous allez regarder le film et puis au bout d'un moment, vous allez dire finalement, je vais écouter, je vais changer, je vais écouter en VF comme le font beaucoup. Aujourd'hui, si vous écoutez sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser avec nos outils, traduire les sous-titres et regarder quand il y a un mot qui vous manque, avoir directement le sous-titre dans le contexte du film. Et donc, vous pouvez développer votre canal de vocabulaire avec des films. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que de se dire d'apprendre sur un petit cahier, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Et c'est plus interactif, c'est-à-dire c'est moi qui ai la main sur ce dont j'ai besoin. Ouais. Et sur des activités qui vous intéressent, sur des domaines qui vous intéressent. Et l'autre exemple, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vous avez votre téléphone portable, et au lieu de faire des petits jeux idiots, de faire du Candy Crush ou des machins comme ça, vous avez votre liste de vocabulaire, vous dites, tiens, je vais faire des petits jeux pour retenir les nouveaux mots que j'ai découverts. Voilà. C'est une façon d'utiliser ces outils, d'avoir quelque chose d'un peu ludique et dans lesquels vous développez votre compétence en même temps avec des choses plutôt sympathiques. Alors, j'ai bien entendu, vous êtes très optimiste, mais il y a quand même des téléspectateurs qui s'inquiètent, notamment Aurélie qui nous dit, et je pense que ça fait référence, vous citez Candy Crush, à l'enfant devant l'écran de plus en plus longtemps dans sa journée. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour mettre l'IA entre les mains des enfants à l'école ? Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait plus de temps d'écran. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. C'est plutôt quand il y a des temps d'écran, comment l'utiliser au mieux. C'est comment avoir plus d'interactivité. Justement, c'est que grâce à ces outils, on peut avoir de l'interaction avec l'écran et non pas juste faire du swipe sur des vidéos ou faire du TikTok. Voilà, c'est d'interagir. Mais on peut comprendre l'inquiétude des parents de se dire bien sûr. Oulala, tout ce numérique, il faut quand même rester dans la transmission des savoirs humains. Avec un petit point de différence, c'est que le problème, c'est qu'on laisse nos enfants sur des applications qui sont programmées pour les rendre addicts. Oui. Voilà. Et que j'espère, à minima, qu'on ne fera pas ça dans le monde de l'éducation, mais ça amène sur le terrain des valeurs et du choix de société. L'IA à l'école, oui, en ayant mis en place un certain nombre, en ayant répondu à un certain nombre de questions, la question de la souveraineté, c'est-à-dire que l'IA, elle résonne sur un corpus de données. Si on ne maîtrise pas le corpus de données, la Terre, elle est plate pour tout le monde dans pas longtemps. Donc il faut absolument qu'on ait des données de référence pour l'éducation. L'IA résonne sur des traces. Donc on trace quoi ? On trace qui ? À quel âge ? Enfin, ça nécessite énormément de précautions sur ces sujets. Je passe sur l'impact carbone, parce que faire fonctionner une IA, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quand est-ce qu'on mobilise l'IA. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Voilà, quand est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Quel projet ça sert ? Et puis, on a des questions de droits d'auteur qui sont extrêmement importantes aussi. Ouais, donc on n'évacue pas le problème, mais on essaye d'y faire face. Je vais quand même terminer avec cette remarque. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque de Madi qui nous dit bon, quand même, l'éducation nationale elle a d'autres problèmes à régler avant l'IA. Ça vous semble pour autant un sujet majeur, l'éducation nationale a tellement de problèmes à régler que si elle se sert de l'IA, elle va peut-être y arriver plus vite. Oh, technosolutionniste alors, Claire. Non, mais la question dont on parlait tout à l'heure, le rapport avec les parents, le rapport avec les professeurs, c'est quelque chose qui est absolument complémentaire de l'IA. Au contraire, ça permet de libérer plus de temps pour approfondir les relations humaines. Donc vous voyez plutôt l'IA comme une opportunité pour l'éducation nationale et pas quelque chose qui va définitivement l'enterrer. Absolument. Mais de toute façon, l'apprentissage, c'est un acte social. On apprend avec les adultes, et il y a quelque chose de très affectif. On réussit quand on est enfant pour faire plaisir à papa et à maman. Et on apprend en collectif. C'est-à-dire que si on isole les élèves, ils apprennent parce qu'ils ont leurs copains à côté qui leur expliquent. Enfin, c'est l'apprentissage par les pairs et l'apprentissage pour les adultes au départ et à la fin, on espère pour soi-même. Mais c'est d'abord un acte social. Peut-être juste terminer sur comment vous voyez justement ces nouveaux apprentissages, l'IA au sein des apprentissages, l'école du futur. Vous arrivez à vous projeter un peu sur ce que ça pourrait donner ? Moi, je vois toujours... vraiment, ça me fait tellement penser à des débats quand on a vu arriver les MOOC et on nous disait c'est la fin. C'est la fin, les gens vont apprendre tout seuls, il n'y aura plus de métier d'enseignant. Le métier d'enseignant, il est devenu beaucoup plus intéressant, plus complexe. On passe moins de temps à... Enfin, on produit plus de choses, mais on passe moins de temps à produire la même ressource.
Au profit de quoi? Mais au profit du temps qu'on passe avec les élèves. Pour des retours plus riches. Donc c'est toujours ça. Non, vous êtes d'accord avec ça, voilà, Théo? je suis Ouais. La parfaitement relation d'accord. humaine, elle est au Ça centre. permet de se libérer pour développer la relation humaine. Ça te permet justement d'avoir un regard sur le monde plus éclairé. Merci beaucoup à tous les deux, Claire Lecoq, directrice adjointe de l'EPITA, et Théo Offenberg, PDG, fondateur de Reverso. Merci pour vos éclairages sur ce débat. On termine avec notre rendez-vous avec le biomimétisme, un peu de respiration dans la nature.